Mes amis ont eu l'air surpris l'autre jour, et notamment l'abonné au Monde, qui a accentué la surprise parce qu'il se doutait que mon entrée en matière cachait une intention suspecte. Je leur ai dit, j'ai une histoire à vous raconter. Naturellement, Hervé, Francesca, Vladimir, qui partait le lendemain en Allemagne où il doit se trouver ce matin, Bernard et Léon, qui étaient venus dans la même voiture, et Maude, qui était venue, elle, sans Christiane pour une fois. Tout le monde a cru que j'allais raconter une mésaventure, une anecdote qui se passait ici, ces jours-ci, veux-je dire. Mais en vérité, j'ai commencé en disant, c'est une histoire qui se passe dans les années 50. En 1956, par là, dans le nord de la France, 3 garçons de 12 ans, pensionnaires d'un collège religieux, sortent un jeudi pour aller chez un correspondant. On appelait comme ça les personnes qui se portaient garantes de la sécurité et de la discipline quand les enfants d'un internat avaient une permission. En l'occurrence, pour aller à la fête foraine. Il faut s'imaginer, les enfants de l'époque, à 12 ans, dans les collèges de la bourgeoisie, ils portaient une petite cravate sous un col qui rebiquait, un pantalon court jusqu'aux genoux, un pull à col en V, des souliers de cuir à lacets avec des chaussettes à motif marron. Ils parlaient un langage châtié, ils lisaient le journal de Spirou, mais les écoliers de cette époque avaient beau être cravatés, ils étaient assez impitoyables entre eux, et en l'occurrence, 2 des petits pensionnaires dont je vous parle, ce jeudi-là chez le correspondant, un père de famille qui n'avait que des filles, 2 des garçons maltraitaient le 3e, et pendant la sortie à la foire, à la fête foraine, on peut dire que la victime des 2 autres écoliers, qui l'accablaient de sarcasme un peu sournois, etc., a passé un mauvais moment à force de subir les fous rires agressifs, les sous-entendus, etc. Heureusement, le correspondant et sa fille, qui les accompagnaient, compensaient cette attitude méchante par une bienveillance sans favoritisme, et le gamin dont se moquaient ses condisciples ne quittait pas d'une semelle celui qui les guidait dans les allées de la foire, qui leur achetait des tickets, qui les accompagnait dans la queue du train fantôme. C'est une fête foraine, en effet, à l'ancienne, où il y avait tout ce qui a disparu aujourd'hui, des disques de Franck Pourcel et de Petula Clark, de la barbe à papa, des churros qu'on appelait des chichis, un labyrinthe de verre avec des miroirs partout, un petit train à wagonnets qui serpentait dans une obscurité pleine de cris bizarres et d'où surgissaient des squelettes blancs. C'était ça le train fantôme. Il y avait aussi les autotamponneuses qui faisaient des gerbes d'étincelles sur une grille au plafond, qui était réservée aux plus de 12 ans. Or justement, le petit garçon victime des 2 autres là était aussi un peu plus jeune que les 2 autres, donc il a dû assister la mort dans l'âme au tour d'autotamponneuses des 2 autres. Et pendant cet épisode, il a regardé autour de lui et il a désigné derrière à la fille de son correspondant le stand qui se trouvait juste à côté d'eux d'une voyante à boules de cristal dans une caravane à rideaux orange, et la fillette a demandé aussitôt à son père si elle pouvait y aller, se faire lire l'avenir. Du coup, le père a demandé au petit garçon si ça le tentait aussi. Oui, a-t-il dit un peu timidement. Il faisait décidément un petit peu de peine, cet enfant, il était trop grand pour son âge, les genoux rouges, la joue griffée, il regardait les gens par en dessous, l'œil bleu toujours un peu froncé, comme s'il clignait des yeux dans le soleil, même s'il n'y avait pas de soleil. Il avait un grand front, un petit nez, une grande mâchoire, des oreilles décollées, et surtout une bouche un peu boudeuse, proéminente, qui semblait faite pour balbutier des excuses à tout propos. En tout cas, il est allé donc chez la voyante avec la fillette, après avoir laissé passer la petite fille de son hôte, qui est ressortie toute contente, parce qu'on lui avait annoncé un beau mariage et plein d'enfants. À l'époque, c'était le sommet de la félicité pour une petite fille. Et donc, quand le préadolescent est allé à son tour dans la caravane, entouré de voiles oranges et noirs, de gris-gris qui pendaient, et quand la dame à la boule de cristal avec son foulard s'est penchée sur lui en lui tenant les poignets et en regardant ses mains ouvertes, elle a eu l'air extrêmement étonnée et même troublée, mais dans un genre un peu théâtral, un peu ironique, de manière à relativiser ce qu'elle allait lui dire de son avenir. Et là, l'abonné au Monde s'est écrié, disons, c'est long comme anecdote. Alors qu'est-ce qu'elle lui a dit? Et là, ne m'en veuillez pas, mais vous allez comprendre, une fois de l'autre côté de la ligne de démarcation, pourquoi je réserve à la suite la réponse à cette question.
Et vous comprendrez en effet quel sujet brûlant cette parabole de la fête foraine est faite pour introduire. Oui, ce qui s'est passé dans la caravane de la voyante, là derrière le guichet où veillait son vieux mari à tête de gitan, ce qui s'est passé, c'est que la dame a dit au petit garçon ingrat, cravaté, avec ses oreilles décollées, et puis son petit air d'écolier de chez Robert Doisneau, la dame, à voix basse, pour que personne n'entende, lui a demandé d'abord son prénom, Jean-Michel. Ensuite, elle n'a pas dit « je te vois navigateur ou pilote ou explorateur en Afrique ». Elle a dit « je te vois, Jean-Michel, devenir femme du président de la République ». Là, évidemment, explosion outrée de l'abonné au Monde qui a dit « ah, très drôle ». Enfin, non, pas très drôle, hein. Comment tu peux t'abaisser à des choses pareilles? Et là, j'ai répondu à l'adresse de Gustave, qui m'avait inspiré ce petit scénario le jour précédent. J'ai répondu que par cette parabole pas très innocente, je l'avoue, je voulais dire qu'il était temps, tout de même, d'aborder frontalement cette question que nous n'avions qu'effleurée jusqu'ici. Quelle question? Eh bien, celle de la rumeur qui court depuis 2 ans au sujet du sexe véritable de madame. Pourquoi maintenant et pourquoi frontalement? Eh bien parce que Gustave m'a fait lire une publication qui affirme carrément que madame est un homme. Cette publication s'appelle Faits et documents, c'est une feuille un peu confidentielle mais que tout le monde s'arrache, comme d'habitude, un genre de canard enchaîné. Et donc cette fois, résolument, elle transforme cette feuille, la rumeur en affirmation, et Gustave m'a dit, à lui seul, ce défaut de précaution en dit long. Il dit que le journaliste qui a mené l'enquête se sent suffisamment fort pour affronter un juge et un avocat sur ce sujet, voire même qu'il le souhaite. Ça veut dire qu'il a des biscuits, mais surtout qu'il est soutenu à l'étranger. Si on l'attaque, il peut attirer l'attention du monde entier. Et là, immédiate et dérisoire tentative de l'abonné au Monde, de dire comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, et quand bien même ce serait vrai, etc. Aussitôt, il a eu la surprise d'avoir Francesca sur le dos, avec son petit accent, qui lui a dit, toi tu t'en fous, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Alors tu laisses parler. Et Léon, que j'interrogeais du regard, a dit, en tout cas ça va intéresser tout le monde assez vite, parce que Gustave a raison de dire qu'on va changer d'échelle. Bien évidemment, c'est pas seulement de la vie privée, cette histoire. Les gens qui disent ça sont de mauvaise foi. Si c'est vrai, toute cette affaire, elle suppose une cascade de mensonges, de falsifications depuis 30 ans, qui relèvent des tribunaux, et je parle même pas des questions de détournement de mineurs. Et Maud a appuyé, moi je vous dis depuis 1 an, que c'est parfaitement vrai tout ça, j'en suis convaincu. Quand on a fait la nuit pendant des années, on a l'habitude d'évaluer les dégâts, ne serait-ce qu'à l'entrée. En plus, j'ai plein de copains dans la mode qui sont de mon avis. Là, dès le départ, en 2017, je me suis dit, en voyant arriver ce couple, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, première chose, elle a 10 ans de plus que son âge officiel. Ça se voit terriblement désormais, elle en a 79. Oui, ai-je répondu, apparemment, ça fait partie de la démonstration. Mais j'ai tenu quand même à expliquer à Francesca, qui n'était pas au courant, que l'auteur de l'affirmation de la publication en question, selon laquelle il y avait plus de doute, c'était bien un homme de 10 ans, l'aîné de son double imaginaire. L'auteur de l'enquête s'appuyait sur une base presque scientifique, en tout cas objective. Il soumettait à l'analyse faciale les 2 personnes, l'enfant de la fête foraine, le petit Jean-Michel, et la dame en tenue élégante, et il disait, d'après le logiciel chinois, qu'on nous a présenté pendant des mois comme d'une efficacité infaillible pour repérer les gens dans la foule à Shanghai, il disait, c'est la même personne. Et donc, écrit le journaliste, fini les précautions, j'affirme. On se demande pourquoi il sort du bois comme ça, a dit Hervé. Eh bien, à mon avis, a dit Gustave, cette fois, il veut qu'on essaye de l'attaquer en justice. Mais a dit Hervé, la justice est tellement vendue qu'il n'a aucune chance d'obtenir une audience sur ce sujet. Il y a, répondu Léon, un élément nouveau toutefois dont je vous ai parlé, c'est que le procès en falsification est déjà ouvert en fait aux États-Unis. Et vous savez pourquoi? Parce que Trump veut se payer Macron peut-être. Non, parce que cette dissimulation, si elle est établie, en cache bien d'autres. Et comme me disait un ami financier qui gravite autour du bénitier Trump, là, à New York depuis plusieurs années, en fait, ce garçon est en ménage avec une des cousines du fils Trump, il y a plus à savoir sur Macron que sur elle. L'abonné au Monde a dit, encore des ragots. Léon patiemment a répondu, tu tombes mal, c'est de la première main.
Trump aurait dit à mon ami trader, là, au milieu de son mandat, il y a 5-6 ans, à propos de Macron, « The guy is totally made up ». Traduction, ce mec est un montage complet, une création artificielle. Je confirme, a dit Maud, mes propres informations vont exactement dans le même sens, mais il y a quand même un truc important à dire au passage, c'est qu'on n'a pas besoin du logiciel chinois pour la créature. L'attitude du prince Charles suffit largement. La Francesca a demandé à quoi elle faisait allusion, parce qu'elle avait toujours un train de retard. Francesca ne sait toujours pas très bien se servir d'Internet, elle parle tout le temps de sa box en disant qu'elle est en panne, et Hervé lui répond toujours, la panne vient de l'opératrice. Donc pour moi qui vous parle dans cette chronique, Francesca est une aubaine parce qu'elle me permet d'expliquer aux étourdis à quoi il est fait allusion. En l'occurrence, à propos du prince Charles, enfin du roi d'Angleterre, j'ai expliqué à Francesca que le roi, lors d'un dîner à Versailles, récemment, a baisé la main de toutes les actrices et célébrités féminines qui lui ont été présentées, mais qu'il a serré la main de Brigitte Macron. À quoi Maud a ajouté, écoute, je connais un peu la famille d'Angleterre, je connais ses habitudes, son protocole. Pour moi, c'est un signe presque plus objectif et indiscutable que la reconnaissance faciale chinoise, ça s'appelle les services secrets anglais. Justement, a dit Léon, mon impression est que les Anglais et les Américains s'énervent en ce moment parce que derrière cette affaire Brigitte, on ne leur a pas tout dit. À supposer, et je le suppose aussi, que le petit Macron puisse être l'équivalent des enfants placés d'autrefois, des enfants adultérins de la haute société qui font une carrière d'aventurier, toujours un peu à la limite du voyou de haut vol, comme c'est le cas souvent des bâtards de grande famille, pour se venger de leurs origines, à supposer que ce soit une créature, comme tu dis, la créature a nettement échappé à ses maîtres, comme dans Frankenstein, elle devient dangereuse et donc il faut la tuer. En tout cas, l'éliminer. Là, Gustave a rappelé l'histoire de Frankenstein pour nous dire que le nom était celui du créateur du monstre, et non du monstre lui-même, et que, dans le livre, le monstre était gentil, enfin presque, il étranglait quand même un peu les gens, mais il y avait en lui un désir de pureté, en quelque sorte, on lui avait pas laissé le choix, comme dit Coluche, c'est la société qui l'avait rendu comme ça. Ben non, ai-je dit, puisque c'est le savant fou qui l'a rendu comme ça. Là, Gustave a répondu, mais c'est là qu'on en revient à Macron, cette créature est en fait le fruit d'une manipulation qui le rend amer, vengeur, dévastateur. Donc en fait, le roman n'est qu'une monumentale métaphore de la bâtardise, affranchissement des codes pour le géniteur d'abord, ensuite affranchissement des codes pour la créature, qui est du côté de l'anomalie toute sa vie, qui ne sera jamais au niveau des enfants légitimes, même pas à l'école, si on en juge par le parcours de Macron à l'université, et qui se venge de la société normale, puis de son géniteur. Sauf que, a dit Léon, comme je vous l'ai expliqué, ceux qui l'ont engendré, programmé, diplômé, fait élire dans une pochette surprise, ceux-là n'ont aucune envie de subir le même sort que Victor Frankenstein, et ils vont certainement s'en défaire avant. C'est quoi, c'est une prophétie, a dit Gustave ? Oui. Cependant, je voudrais corriger légèrement une prophétie antérieure, selon laquelle Poutine va s'en débarrasser, parce que je pense que les Américains le feront avant. Ça ne veut pas dire que la France ne va pas recevoir une fusée ou deux sur ses usines d'armement, mais les Américains ne bougeront pas. L'abonné au Monde a immédiatement protesté en disant qu'on n'était pas dans James Bond, etc. Mais Léon a dit, bah si, justement, c'est bien ça le problème. La référence au monstre de Frankenstein n'est pas idiote, et là, j'ai corrigé le truc. Moi, j'ai raconté qu'il existait une version parodique de Frankenstein qui datait de mes 20 ans et qui s'appelait The Rocky Horror Picture Show, version comédie musicale qui était encore plus proche du modèle Brigitte, puisque le docteur Frankenstein était un travelot flamboyant qui portait des robes en lamé et qui fabriquait une créature masculine idéale uniquement pour satisfaire ses désirs. Oui, c'est marrant, a dit Maud, j'ai vu ce film 20 fois, c'est exactement ça, sauf que dans le film, c'est pas la créature qui tue tout le monde, c'est le créateur transsexuel qui devient fou, qui en fait d'ailleurs se révèle à la fin être un extraterrestre, enfin le scénario c'est n'importe quoi. Donc moi, a dit Gustave, je suis content que ces digressions, disons, culturelles nous permettent d'évoquer sans pudeur cette question parce qu'elle est sur toutes les lèvres. Ici même à Campagnol, l'autre jour au café, je suis allé acheter un loto et boire une suze et j'ai entendu qu'ils en parlaient et quand tu vois qui en parlait, tu te doutais qu'en 2 ans, la question est passée du statut de rumeur qu'on veut pas entendre et qu'on colporte uniquement sur les réseaux sociaux à révélation qu'on appelle de ses vœux et dont parlent même les ouvriers agricoles. Même les employés municipaux ricanaient et naturellement, tu avais au café la Sandrine Huchon avec ses tatouages qui disait « Mais tout le monde a bien le droit de vivre comme il veut, c'est de la vie privée, etc. » Le patron du café a répondu « d'accord, mais quand tu empruntes le nom et les miches de ta sœur, si j'ai bien compris, parce que c'est ça qu'ils disent, il reste
reste à savoir ce qu'elle est devenue, la sœur. C'est bien gentil, la vie privée, mais il faut pas nous prendre pour des cons. Moi, si c'est pas vrai tout ça, je veux voir le fameux Jean-Michel, qui se pointe aux 20h de TF1. En disant oui, je me cachais, j'ai refait ma vie au Brésil, etc. Et si c'est vrai, je veux savoir où est passée la vraie Brigitte. C'est assez simple, non? Ben non, c'est pas simple, a dit Gustave, quand on y pense. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à une époque où tu payes 100 € pour un test génétique qui te dit si tu as du sang anglais ou sicilien, personne n'est piqué la brosse à dents de madame pour en avoir le cœur net. Je vais te dire, a poursuivi Gustave, je vois très bien comment tout ça va finir, probablement dans une triche suprême. Pour éteindre le feu, ils vont te trouver une maladie grave de madame pièce jaune, là, qui va se mettre en retrait de la vie publique, donc on va en faire des tonnes dans le compassionnel, au besoin en essayant de faire dire que ce sont des rumeurs qui justement l'ont beaucoup fatigué, qui ont causé l'apparition de ce mal qui l'a terrassé. Du coup, le sujet deviendra interdit, ce sera mieux qu'une assignation en justice. Tout le monde devra communier dans le respect de la dame et ne plus rien dire sur son affaire. L'abonné au Monde a eu l'air de me mettre en garde et a dit justement tu ferais bien de faire gaffe. Dis donc, ai-je répondu, je l'attendais celle-là. Si tout le monde parle de cette question, moi qui fais une rubrique sur ce dont les gens parlent, j'ai donc pas le droit de m'en faire l'écho, de commenter, de supputer les chances que ce soit vrai ou non. Donc ça va pas la tête. On a tous le droit de s'interroger et il se trouve qu'en ce moment, on a aussi des raisons de le faire. Et de là, grâce à Gustave, nous avons glissé vers les dernières forfaitures législatives qui viennent de tomber sur le dos des Français, puisque le gouvernement entend en ce moment précisément nous dénier le droit de nous interroger sur un sujet, sur un seul sujet pour l'instant, le vaccin et ses effets secondaires, qu'on peut appeler funeste dans un certain nombre de cas. Nous en avons pas mal à la Campagnole. Tout le monde est d'avis que les gens depuis 6 mois disparaissent trop nombreux, mais surtout trop vite. Comme si on éteignait brutalement la lumière dans leur vie. Et Gustave a ajouté, quand il y a des coupures EDF aussi graves et aussi brutales, tu remets en question les services d'EDF. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est interdit. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est très grave pour eux. Si on arrive à faire la preuve, attention, pas la preuve que des gens sont morts du vaccin, je m'explique. J'ai l'air de parler comme si j'étais médecin, mais c'est parce que nous avons eu une conversation au téléphone avec Christiane là-dessus. Je disais, enfin, elle disait, ce qui est dangereux pour le gouvernement et qui justifie la censure, c'est pas que les gens disent mon beau-frère est mort du vaccin, même s'il est mort dans les 4 heures qui ont suivi la 4e dose, parce qu'en face, on peut toujours plaider, je ne dis pas la coïncidence, je dis l'effet secondaire imprévisible, la réaction anaphylactique. Ça se produit pour tous les vaccins, même la rougeole, mais c'est un cas sur 1 million ou 2. Donc là, pas de problème. Non, Christiane m'a dit, les gens commencent à comprendre qu'ils sont peut-être atteints par un syndrome de déficience immunitaire lent à cause de l'injection. C'est ce que disait le professeur Montagny avant de mourir. Et elle pense d'ailleurs, elle qu'on l'a carrément tué. Mais il faut pas exagérer quand même, il avait 90 ans. En tout cas, Christiane dit que si les gens se sentent inoculés par un mal rampant, un truc invisible qui fait que on est menacé à 3, 5, 8 ans, ça peut provoquer un tsunami de colère. Et attends, Christiane est allée encore plus loin, elle m'a fait remarquer 2 choses. 1, la presse docile, la presse complice, enfin la presse tout court, te répète qu'il faut s'attendre à un doublement des cancers pour un tas de raisons, pollution, déséquilibre alimentaire, particules fines. Et numéro 2, surtout, la même presse, les mêmes ministres criminels qui t'ont précipité dans le calvaire sanitaire te répètent sans cesse qu'il faut s'attendre à une autre pandémie bien plus meurtrière. Et Christiane, pour sa part, croit que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour noyer les conséquences de la première. Si vraiment une hécatombe survient, ils vont mettre ça au compte de ce qui vient d'apparaître et que, selon elle, ils auront fabriqué exprès pour ça. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis, a dit l'abonné au Monde, et Gustave a répondu, oui, parfaitement, on se rend très bien compte, mais c'est admis désormais que le premier virus est sorti d'un labo, et d'un labo qu'il est fabriqué pour être méchant. On a les aveux du docteur américain qui finançait des recherches chinoises en leur disant, allez, faites le bien mortel ce virus, donc on se demande pourquoi ils le feraient pas une deuxième fois, parce que la première, apparemment, ils ont raté leur coup. Le virus n'était pas si mortel que ça. Et peu à peu, vous allez voir très vite, d'autres sujets ne seront plus autorisés aux commentaires sur Internet, le réchauffement climatique, à l'échelle des temps géologiques du moins, alors qu'il ne concerne que les 20 dernières années, la nécessité ou non du fédéralisme européen qui aplatit les nations, le droit de la Russie à se défendre contre l'OTAN, le nombre des morts de part et d'autre, le niveau de vie réel en Russie comparé au nôtre, etc., etc. Notre vie publique va devenir un enfer pour celui qui en conteste le fonctionnement, et c'est ce qu'explique très bien Musk en donnant à voir à ses abonnés là, récemment
Un petit film qui nous dit que les censeurs propagandistes vont aller plus loin, trop loin. Oui, parce qu'à la rigueur, comme le dit élégamment Vladimir, si t'es pas d'accord, tu fermes ta gueule. Pour l'instant, il n'exige que ça. Mais demain, comme le montre le petit film présenté par Musk, tu vas devoir faire preuve d'engagement pour montrer que tu es un bon élément en allant 3 fois dans le trimestre participer à une réunion d'information LGBT ou à un cursus de formation sur le changement climatique. Assister à ça peut être aussi d'ailleurs une peine prononcée par le juge, ça peut être un prérequis avant de postuler quelque part dans une entreprise, il faudra montrer que tu as suivi les 3 stages obligatoires, donc on n'est pas sorti de l'auberge, et c'est pourquoi Musk a clairement écrit cette semaine qu'il ne fallait même pas entrer dans l'auberge, il fallait refuser dès maintenant ce système du stage de bons citoyens. Et là, Vladimir et Gustave ont répondu la même chose, les deux ayant eu à suivre 2 journées de récupération de points de permis, ils ont dit mais on est déjà à ce stade avec leurs sottises, là. Tu te retrouves dans une salle au milieu de 15 gus devant un projecteur, et on t'explique qu'il faut mettre sa ceinture en te montrant des statistiques et en te faisant répéter les chiffres. Gustave a dit, la seule chose amusante dans leur guignolade, là, c'est la mixité sociale. De temps en temps, on voit une majorité de maçons et de gens très simples qui se retrouvent confrontés à un jeune salarié de banque ou un aristo de 75 ans qui a une Porsche, donc c'est assez plaisant à entendre. Mais grosso modo, ça ne sert qu'à contenter le minotaure administratif. Pour la sécurité, le bénéfice en sécurité, c'est 0. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que Léon ne croit pas que ça va arriver. Je n'y crois pas parce que c'est un peu comme si un incendie s'était déclaré dans ton immeuble de bureau en 2021. Tu te retrouvais dans l'escalier de secours, et là, fini les masques, fini les gestes barrières, on a les droits à l'essentiel, plus le simagrée. Et là, là c'est pareil. Vu ce qu'on va connaître, ils pourront plus juguler la parole qui monte. Et ben qu'est-ce qu'on va connaître, a dit l'abonné au Monde, qui a adopté tout de suite son petit ton habituel qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux, le ton, vous savez, du type qui refroidit les ardeurs, qui dit vous faites des idées, il se passera rien, du type qui sait mieux que tout le monde qu'il n'y a aucun danger, dans toutes les catastrophes, il y a comme ça 1 ou 2 caractères. Sur les images du tsunami, par exemple, il y a 20 ans, en Indonésie, tu vois nettement le gros Hollandais de service, avec ses épaules rouges, qui s'avance pour aller photographier la vague en train d'arriver. Sauf que, d'après Léon, elle n'arrivera pas, si j'ai bien compris, ai-je observé. Si, a dit Léon, mais nous ne verrons pas l'instauration d'un État qui muselle tout le monde, parce que Musk va trouver un truc. Je devine que ce truc va doubler le système de transmission Internet par satellite qui est en place actuellement. À propos, ai-je demandé, Bernard en est content? Bernard, vous savez, c'est l'ancien moine qui recevait pas bien l'Internet et qui a fait poser, en effet, par Hervé l'an passé, en notre présence, une antenne grande comme une raquette de tennis, qui provient de la société Starlink d'Elon Musk, antenne grâce à laquelle il consulte désormais l'Internet à une vitesse très acceptable, environ 4 ou 5 fois celle d'Orange, et pour le même prix. Mais surtout, Léon nous a affirmé que Musk, devant l'urgence de défendre la liberté d'expression, allait doubler le réseau Eutelsat, Astra, etc., de ses propres satellites géostationnaires pour diffuser des chaînes radio et de télé de résistance. Et Gustave a dit génial, c'est le retour de Radio Londres. Eh ben exactement, a répondu Léon, mais là les choses seront plus modernes, tu vas pouvoir recevoir non seulement un bulletin d'information parlé ou en images, mais des publications écrites sous forme compressée, des paquets de données à imprimer chez toi ou à visionner sur ton ordi. Le tout évidemment gratuit, il suffira de caler ton antenne sur les satellites et hop. Le type, là, Musk, a très bien compris que son empire ne reposait plus que sur 2 choses, une certaine paix dans la prospérité et une absence de censure, c'est-à-dire d'intimidation par le pouvoir. Et Léon a ajouté à l'adresse de l'abonné au Monde, oui, il est inutile de me dire, comme les autres, Musk n'est pas un philanthrope, etc. D'abord, on ne sait encore rien à ce sujet, mais une chose est certaine maintenant, il veut se le faire tous. Il veut faire tomber tous ceux qui nous ont fait du mal. Ceux qui ont fait exprès d'essayer de couler le navire de l'économie mondiale, par exemple, pour sauver juste ceux à qui ils ont attribué des gilets de sauvetage. Eh bien, lui, il est dans une logique que je trouve bien plus christique, morale, charitable, moins nazi, si tu veux, moins eugéniste que les Gates, Soros, von der Leyen. Il dit, faites des enfants, ayez confiance, on s'en tirera toujours parce qu'on a du génie pour trouver des solutions. Il dit qu'il faut parier sur l'éducation, sur l'éveil du génie chez les enfants. Il dit qu'aucun crime n'est plus grave que de souiller l'imaginaire d'un enfant, de l'éteindre, notamment par l'abus sexuel, de l'obliger à choisir son sexe juste après sa naissance, et toutes ces conneries-là, il le dit noir sur blanc, et donc il y a des conséquences qu'il a tout annoncé. C'est marrant, il suffit de lire ce qu'il a déjà dit, mais personne ne le fait.
Il s'est attaqué nommément à Bill Gates, à Zuckerberg. Il a demandé quelle était l'île préférée de Bill Gates dans les Caraïbes. Il a demandé pourquoi Facebook hébergeait des contenus pédophiles en toute impunité, alors qu'il supprimait les pages et les sites sur le vaccin. Musk déteste au passage le complot du silence autour du vaccin. Non, il n'a pas dit « je ne crois pas à cette pandémie », il a dit « j'ai été malade comme un chien avec la piqûre et mon beau-frère a failli claquer ». Il n'a pas cessé d'envoyer depuis le début des messages appelant au nettoyage qui ont commencé par le jour où il s'est pointé dans ses bureaux à New York avec un évier dans les bras. Et ce qu'il faut voir, c'est que le Twitter qu'il a pris, comme on prend une citadelle en quelques jours comme ça, avant que les salariés n'aient vidé leurs archives, contenait la clé de la corruption générale. Il l'a dit, il sait tout, et il va faire en sorte qu'on sache tout aussi sur les gens de chez nous en France. Je vous ai brossé le scénario il y a un an, je vous ai dit que Macron, c'était le pilote de la Germanwings, à tous égards d'ailleurs, le jeune pilote de la Germanwings était un homosexuel honteux, on le sait maintenant, et caractériel, délirant, qui se retrouvait devant une impasse, il allait perdre sa licence pour un problème ophtalmologique, il était en but à la dérision de ses collègues à cause de ses mœurs, et il a décidé de se venger sur tout le monde, et là, le petit Macron a bien compris que le seul moyen qui lui reste de passer à la postérité, c'est le syndrome d'Hérostrate. Et Gustave a doctement expliqué qu'Hérostrate était un habitant d'Éphèse, une ville de la Grèce antique, en fait dans l'actuelle Turquie, un type qui a incendié le temple monumental de cette cité en 350 avant Jésus-Christ, à seule fin de devenir célèbre. Macron a déjà bien commencé avec Notre-Dame, a dit Francesca, qui a insisté sur ce général qui avait dirigé le chantier de réfection et qui est mort juste à temps pour bien fermer sa gueule, a-t-elle dit. L'abonné au Monde n'a pas relevé, comme chaque fois qu'il risquait d'être mis en difficulté. Il a dit à Léon: bon, écoute, c'est une façon de voir les choses, la tienne, mais il y en a une autre. C'est que le Macron, mine de rien, est en train de prendre la tête d'une contre-offensive européenne contre la Russie en Ukraine. Et là, Vladimir, qui était quand même le premier concerné, a dit, mais si les choses allaient si bien pour l'Ukraine, il fermerait pas les sites où on voit tous les jours des reportages sur la ligne de front. Et puis désolé, mais moi, je connais les chiffres du matériel que Macron prétend mettre à la disposition des Russes. Un camion anti-aérien Mamba, par exemple. On en a 8 pour toute la France. En Russie, pour l'équivalent, c'est une centaine, en Amérique aussi. Alors, je sais pas si tu vois le rapport, mais en tout cas, tout le monde le voit, sauf le docteur Folamour français. C'est comme ça qu'on l'appelle à Kiev, parce que la chose que te dit pas Macron, c'est que Zelensky va tomber victime de son peuple. En Ukraine, désormais, tout le monde le hait, tout le monde dit qu'il va finir en Israël. Immédiatement, question de l'abonné au Monde, pourquoi en Israël? C'est vrai, ça, pourquoi? A dit Vladimir. Je te laisse réfléchir à cette question, mais moi, j'ai très bien compris ce que veut dire Léon. Musk n'a peut-être pas vraiment pour obsession le bien de l'humanité. Il dit simplement, on peut pas fabriquer une société saine qui produit, qui invente, qui achète et qui vend, une société prospère, sans que les gens soient libres et heureux de travailler et d'acheter et de se déplacer. L'abonné au Monde a essayé de dire que Musk n'avait en tête que sa propre prospérité, mais Léon lui a répondu, c'est peut-être vrai, mais pour investir, pour avancer, c'est pas un type comme Bernard Arnault qui se plaît à contempler sa flotte de bateaux et d'avions. Musk, au moins, il invente tous les matins. L'abonné au Monde est évidemment revenu à la charge à propos de la puce dans le cerveau, thème classique. Léon a répondu, attends, moi je veux voir d'abord, avant de me prononcer là-dessus, si son premier but c'est de faire de toi un robot par la puce dans le cerveau, ou si c'est de rendre la marche aux paralytiques. Mais j'ai jamais dit que c'était un saint, j'ai dit qu'il peut à la rigueur se poser la question de la sainteté à la fin, si la providence est avec lui. En tout cas, la clé de son comportement, dont nous devrions être conscients maintenant, puisqu'il en a donné plusieurs témoignages, c'est qu'il désigne publiquement les problèmes avec une ironie de polémiste quand il est sûr d'avoir la solution. Le genre, si on m'écoutait, ça serait réglé depuis longtemps. Cette histoire de liberté d'expression est essentielle. Il a déjà tout prévu pour rejeter ses adversaires dans le camp des méchants qui profitent de l'ignorance générale. C'est en quoi je dis que c'est l'antéchrist, il veut séduire les foules, les flatter, ensuite les étonner par des prodiges technologiques, la conquête de Mars, et puis tout le reste, tout ce qui va avec, et de les rassurer par le retour à la paix, à la prospérité. La paix, on s'entend avec les Russes. La prospérité, on sauve les liquidités mondiales par le bitcoin ou par une crypto, une vraie, pas une monnaie numérique. On balance une énergie pas chère et illimitée qui change la donne dans tous les pays pauvres. Et hop, le type devient comme ça le gourou planétaire.
Après, comme antéchrist, d'après mon souvenir, il lui arrive des problèmes. Normalement, il doit être tué avant l'arrivée du vrai Christ, du vrai Messie, que les Juifs aussi appellent Messie. Oui, c'est le même, on n'en est pas là. Oui, d'autant que ces voitures électriques, a dit Francesca, c'est complètement nul, ça prend feu. La fille de mon voisin, qui habite au nord de Rhodes, a passé 2 jours cette semaine enfermée chez elle parce qu'une usine de batterie était en flammes à côté. Et il paraît qu'une voiture électrique, quand ça prend feu, tu veux pas l'arrêter. Bon, là, je vous passe la suite de la discussion selon laquelle, en effet, les voitures électriques étaient des bombes épouvantables, impossibles à éteindre, qui devraient être interdites dans les parkings couverts, qui le sont déjà sur les ferry-boats. Et chacun y est allé de son couplet. Gustave a dit, mais bien sûr que ça concerne aussi les batteries des vélos et des trottinettes. Cette histoire de lithium est très très instable. Et là, Léon a mis tout le monde d'accord en disant que bientôt le stockage deviendra inutile puisque les moteurs fonctionneront au rayonnement cosmique. Mais il est un peu tard dans cette chronique pour expliquer comment. On verra ça la fois prochaine. La conclusion, c'est Maud qui s'en est emparé pour dire dans son style si particulier. Eh ben, la seule chose que je vois, c'est que le petit con, là, va arrêter de nous les briser. Allez, resserre-moi un coup de vin blanc. Je te signale que tes verres sont trop petits, hein. Je vais t'en apporter d'autres. À bientôt, merci.